Alors, bonjour, je m'appelle Diane Lalonde et je suis la spécialiste en recherche du Learning Network. Au nom du Learning Network et du Centre de connaissances, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire Le mouvement incel au Canada, intersection avec la violence fondée sur le sexe et l'extrémisme. Je tiens à souligner que notre travail se déroule sur les terres traditionnelles des nations Anishinaabeg, Haudenosaunee, Lenape et Kanatang. Ces terres sont liées au traité du canton de London et de son bras de 1796 et au pacte de la ceinture wampum faisant référence au concept du bol à une cuillère. Nous faisons cette reconnaissance pour contrer la doctrine de la découverte et reconnaître les terres et la souveraineté autochtone. Nous reconnaissons également que de nombreuses personnes noires ont été violemment déplacées au Canada en raison du colonialisme et de l'esclavage. Nous allons continuer de collaborer avec les communautés pour lutter contre le colonialisme, le racisme contre les Noirs et d'autres formes d'oppression qui demeurent omniprésentes au Canada et qui entraînent des répercussions disproportionnées de la violence fondée sur le sexe sur les collectivités opprimées. Nous voulons aussi reconnaître que cet événement se déroule lors du 6e anniversaire de l'attaque de la fourgonnette de Toronto, qui a eu lieu le 23 avril 2018. Cette attaque a fait du mal à de nombreuses personnes et a coûté la vie aux personnes qui seront mentionnées qui se voient sur la diapo. Cet acte de violence autodéclaré souligne la nécessité de sensibiliser la population à l'idéologie et incel et d'intervenir pour prévenir la violence incel. Alors, ce webinaire est un acte d'espoir pour le changement et nous reconnaissons que ce sujet est très lourd aujourd'hui. Alors, nous allons partager des soutiens, des services en clavardage. Et si vous devez vous éloigner du webinaire pendant quelques instants, nous sommes en train de l'enregistrer. Il y aura les diapos et l'enregistrement qui seront offerts par la suite. Alors aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Esley et Ruxy. Esley est étudiante au doctorat en sciences politiques à l'Université McGill. Ses recherches portent sur l'émergence de groupes extrémistes en ligne, la désinformation et le recrutement de femmes dans des mouvements d'extrême droite. Ruxy est travailleuse sociale autorisée. Elle est candidate au doctorat à l'École de services social de l'Université Carleton. Sa recherche porte sur la communauté incel, y compris les stratégies de sortie au sein de la communauté. Alors, nous allons commencer par une présentation d'Esley, suivie d'une présentation de Ruxy, avant de passer à une période de questions et réponses. Alors, Esley, à vous la parole. Ah, bien, merci beaucoup. Je vais commencer par remercier le Learning Network de nous accueillir aujourd'hui et je veux également souligner le travail important qu'il fait en fonction de la violence fondée sur le sexe grâce à la tenue de nombreux événements. Alors, j'encourage tout le monde à visiter son site Web. L'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'est de discuter le mouvement incel au Canada et de ses intersections avec la violence et l'extrémisme. On va parler des idéologies du mouvement incel, de la façon dont il est positionné dans le contexte canadien et de la façon dont il se rapporte aux idées de violence liées fondées sur le sexe et aux menaces d'extrémisme. Alors, mon travail va donner une toile de fond pour le travail de Ruxy et je vais vous donner un angle qui prendra un angle thérapeutique et clinique à la sortie incel. Alors, je vous avertis que cette présentation comprend une mention de la violence physique et sexuelle et j'encourage tout le monde à accorder la priorité à votre sécurité et à votre bien-être pendant ce webinaire. Bon, avant de commencer, je veux souligner que je suis située à Tiohtià:ke, Montréal, qui est sur le territoire non cédé de Kanien'kehá:ka. L'Université McGill, dont je fais partie, sert aussi depuis longtemps de lieu de rencontre pour les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Le James McGill, pour qui l'Université McGill est nommée, a réduit en esclavage les personnes noires et autochtones. Et l'argent et la main-d'œuvre qu'il a acquis grâce à ces actes font partie de l'histoire de McGill et font partie de nos espaces d'éducation aujourd'hui. Alors, je vous encourage à en apprendre davantage sur les terres où vous vous trouvez. Vous pouvez consulter le site nativeland.ca. Alors, je me présente. Je m'appelle Esley et je suis doctorante en sciences politiques à l'Université McGill. Mes recherches portent sur l'intersection de la technologie, de l'extrémisme et des enjeux fondés sur le sexe. La présentation d'aujourd'hui est fondée sur mon travail qui a été publié en 2022 dans le journal Violence Against Women. Alors, pour récapituler, ce travail a évalué un forum web incel et une étude de cas sur la violence incel.
Je l'ai comparé au cadre d'évaluation des risques utilisé au Canada. Ceci m'a permis de révéler comment nous comprenons la menace incel et la violence fondée sur le sexe. Alors, je vais commencer par vous fournir un bref aperçu du mouvement incel. Je vais parler de la façon dont le mouvement a évolué dans l'espace en ligne et de la façon dont il a un lien avec la violence fondée sur le sexe et l'extrémisme. Je vais aussi vous parler de certaines répercussions et de la façon dont nous pouvons comprendre la violence fondée sur le sexe euh, et la violence incel. Nous allons aussi parler de la façon dont le mouvement a évolué dans l'espace en ligne et comment il se rapporte à la violence et à l'extrémisme. Alors, pourquoi parler de l'incel maintenant? Alors, pour commencer, les incels sont connus comme étant une communauté misogyne largement comprise d'hommes qui imputent leur célibat involontaire aux femmes. Alors, cela signifie qu'ils propagent un langage sexiste nuisible et encouragent la violence contre les femmes en raison de ce manque de gratification sexuelle de la part des femmes. Au cours des dernières années, on a accordé une plus grande attention au concept des incels et on peut peut-être l'associer à quelques éléments. Premièrement, il y a eu plus d'actes de violence physique qui leur ont été attribués et nous l'avons également vu de plus en plus dans les médias et les nouvelles. Il y a un accroissement de la sensibilisation du public. Cela est aussi en lien avec le fait qu'il y a plus de fascination associée avec la vision des incels et leur idéologie unique. De plus, la réalité, c'est qu'il y a eu une plus grande polarisation dans la sphère politique. Nous avons vu une émergence de différents groupes marginaux se propager sur différentes plateformes. Alors, cela accroît le rôle des médias sociaux et il faut parler de la façon de réglementer ces espaces en ligne. Il est important de noter que les incels sont apparus dans les années 90. La violence masculine motivée par des visions du monde idéologique patriarcal sont courantes dans notre société. Elle se manifeste de plusieurs façons et mène à des préjudices. Il est important de le mentionner parce que même si on comprend les incels et que pour l'instant c'est un sujet brûlant, l'idée que cette violence misogyne et idéologiste n'est pas nouvelle et elle continue d'évoluer en violence fondée sur le genre et en d'autres formes de violence. Alors, nous voyons aussi l'impact croissant de ces communautés. On voit que l'engagement politique et social influe sur la vie quotidienne des gens et peut contribuer aux versions futures de la violence misogyne et de ces groupes. Le problème principal que je veux aborder aujourd'hui, c'est la façon dont nous essayons de comprendre les incels et de les contextualiser dans nos environnements de travail. On voit que les gens sont d'accord que ce mouvement existe, mais ce que j'ai trouvé, c'est qu'on a tendance à sous-caractériser la menace systématique et la violence physique par ces communautés et que, historiquement, on a minimisé les perceptions de la menace et les organismes d'application de la loi l'ont fait également. Je trouve aussi que nous qualifions ces acteurs souvent de loups solitaires qui travaillent par eux-mêmes sans vraiment comprendre la grande communauté qui les entoure et le lien qui les sous-tend. De plus, lorsque ces acteurs agissent physiquement, on écarte souvent l'importance et la connectivité du réseau en ligne qui les sous-tend. Plus récemment, on a parlé de la façon dont les idées en matière de santé mentale sont optimisées par ces communautés comme étant boucs émissaires pour leurs responsabilités. Alors, pour mieux situer le contexte, la communauté incel a vu le jour dans les années 80-90. Je pense que c'était en 87. Ce mouvement a été établi par une femme du nom d'Alana qui voulait créer un groupe de soutien social en ligne afin de permettre aux gens de parler de leurs expériences amoureuses et d'obtenir des conseils en la matière. Alors, c'était en grande partie une initiative innocente et un lieu de soutien. Mais au début des années 2000, il y a eu une séparation dans deux communautés divergentes. Alors, Incel Support, où les gens parlent de leurs sentiments, du fait d'être célibataires qui sont inclus, et c'est un mouvement inclusif. Mais il y a un groupe séparé appelé Love Shy qui a adopté le caractère que nous lui connaissons mieux aujourd'hui, où les gens blâment les femmes, en particulier pour le manque de sexe, et permettent aux gens de partager une rhétorique misogyne. Au fil du temps, Love Shy est devenu le groupe dominant et il est devenu plus violent. Je vais aussi
situer le mouvement, la communauté incel dans le mouvement plus large. Le mouvement incel se situe dans un ensemble plus vaste de mouvements de défense des droits des hommes qui ont des croyances misogynes, idéologiques diverses. Il y a des militants des droits de l'homme en réponse au féminisme. Il y a aussi les artistes de la drague qui essaient de suivre certains scénarios et stratégies pour amener les femmes à avoir des rapports sexuels avec eux et plus tard dénigrent les femmes. Alors, je veux également souligner que les tenants du mouvement incel sont associés à d'autres groupes suprémacistes blancs qui parlent de la pureté de la race, des croisements avec les femmes racialisées et qui défendent d'autres idéologies d'extrême droite et ultra-conservatrices. Cela comprend également le fait que les incels parlent souvent des caractéristiques qu'ils préfèrent dans le visage et dans le corps, ce qui vise à réaffirmer la suprématie blanche. Alors, le mouvement incel a évolué et je veux souligner certains des principaux principes idéologiques et de la terminologie qui sont au cœur de leurs croyances. Comme nous l'avons. Alors, pour cette idéologie, comme nous l'avons vu et comme nous le savons aujourd'hui, les incels sont des célibataires involontaires qui considèrent leur manque d'intimité sexuelle avec les femmes comme une forme d'oppression et de discrimination injuste imposée aux hommes. Alors, cette injustice perçue est au cœur de leurs actions. Ils rationalisent et leur permet de rationaliser leurs expériences négatives. Ils justifient les formes de représailles et de violence contre les femmes en orientant leur frustration vers la violence fondée sur le sexe. À l'intérieur de la hiérarchie, on voit qu'il y a une hiérarchie au sein des incels où ils décrivent les hommes. Alors, au sommet de la hiérarchie se trouvent les Tchadiens. Vous le voyez du côté droit de l'écran. Alors, les incels croient que 80 des femmes ne s'intéressent qu'à ce type d'hommes. Les Tchadiens sont connus pour être des hommes alpha et dominants qui savent comment draguer les femmes et obtenir des Stacy. Alors, les Stacy, c'est une façon de caractériser la femme typique. Alors, la Stacy est caractérisée comme une femme qui est uniquement attirée par ses mâles alpha et par ses attributs physiques des hommes. Alors, ensuite, il y a l'autre 20 de femmes qui est attirée parce que les incels appellent des normies ou des hommes acceptables. Alors, cela laisse les incels hors de cette hiérarchie de perception et ils se voient comme étant non désirés par les femmes au sein de cette hiérarchie. Alors, on peut le voir du côté gauche de l'image. Alors que les incels visent les Tchadiens et d'autres hommes, il est important de savoir que l'utilisation dominante d'un langage violent vise toujours les femmes. Alors, le thème de cette idéologie ici, c'est que la violence vise toujours à cibler les femmes, même s'il y a des Tchads qui forment un obstacle. Et cela renforce l'idée de prendre différentes pilules et qui approfondit les croyances violentes. Alors, le fait de participer à la communauté incel signifie qu'on prend différentes pilules. Alors, prendre la pilule rouge signifie révéler la vérité sur cette hiérarchie incel, c'est-à-dire que les femmes sont uniquement attirées par les Tchadiens. Ensuite, on parle aussi de prendre la pilule noire, qui va un peu plus loin, où les incels se rendent compte qu'ils n'échapperont jamais à leur nature de subordonnés par rapport aux Tchadiens. Elle est également liée à la nature déterministe biologique où les incels prennent des caractéristiques liées à la taille, la blancheur, la forme de la mâchoire comme étant ce qui détermine un Tchadien ou non. Et on voit ici des points d'entrée dans les débats sur la race et la blancheur qui sont renforcés par des croyances incels. Mais la pilule noire, c'est là où ça devient plus violent. Les preneurs de pilules rouges pensent qu'ils ont un espoir de devenir des Tchadiens, mais le fait de prendre la pilule noire, c'est lié au fait d'être fataliste. Et on dit qu'il n'y a pas d'issue, que la seule façon d'aller de l'avant, c'est d'obtenir des représailles contre les femmes. Alors, le rôle de l'espace en ligne fait partie de cette radicalisation et ce renforcement de l'idéologie de la pilule noire qui est au cœur des croyances incels. Alors, alors, au cœur de cette idéologie, il y a l'espace en ligne, comme mentionné. Alors, dans mon étude de 2022, j'ai aussi constaté l'importance des forums communautaires et sociaux en ligne renforcent presque chaque élément du processus de radicalisation ainsi que les croyances incels. Alors, ces espaces en ligne sont souvent le seul endroit où les incels se sentent en sécurité pour parler de leurs sentiments. Ils ont souvent un sentiment de loyauté partagée et d'acceptation par rapport à leur vie quotidienne. Alors,
leurs croyances sont renforcées par d'autres, ce qui crée un effet de chambre d'écho. Ceci renforce leur susceptibilité aux idées de violence. J'ai aussi trouvé dans mon étude qu'en ligne, les hommes s'aident à obtenir des ressources, par exemple à planifier des attaques violentes, à obtenir un accès à différentes armes et à obtenir une affirmation que le fait de recourir à la violence physique, c'est la façon de faire les choses. De plus, l'utilisation de la langue est très importante dans ces groupes, du langage, afin de leur permettre de cacher leurs intentions et de renforcer un sentiment d'acceptation et de loyauté. Les incels vont souvent créer leur propre langage. Comme on l'a vu, il y a l'idée de la pilule noire des Tchadiens et des Stacies, et ils vont comprendre l'utilisation de termes sexuellement violents, par exemple pompe et décharge, pour créer leur propre langage langue communautaire. Alors, cela renforce le sentiment d'appartenance et en même temps, cette terminologie plus précise et violente sur le plan sexuel et peut éviter de faire en sorte que les gens de l'extérieur comprennent leurs motifs et leurs intentions, ainsi que la menace de violence. Les incels sont aussi très stratégiques. Ils passent d'une plateforme à l'autre lorsqu'ils sont fermés en ligne et ils établissent même leur propre site web comme incel.com. Alors, ceci finit par détruire l'idée dominante que les incels sont des loups solitaires, dans le sens que ces attaques physiques par les incels sont ponctuelles et qu'ils agissent par eux-mêmes. De plus en plus important, lorsqu'on évalue ces actes de violence physique, par exemple comme l'attaque de la fourgonnette, pour nous permettre de comprendre la communauté qui sous-tend ces acteurs. Alors, avec tout ce contexte, on peut voir les différentes façons dont les communautés incels sont bâties et leurs principes idéologiques centraux. Et j'aimerais faire des liens avec certaines des répercussions sur le Canada. Premièrement, en mettant en relief deux événements majeurs qui se sont produits au cours des dernières années au Canada. En 2018, on l'a appelé l'attaque de la fourgonnette. Alec Minassian a conduit une fourgonnette sur une route achalandée à Toronto et a assassiné 10 personnes, dont 8 femmes. Minassian a également publié en ligne un article sur son alliance à la rébellion incel et a fait l'éloge d'Elliot Rodger, un individu incel de 2014 qui avait assassiné de nombreuses personnes à Alta Vista. Alors, cette affaire est souvent considérée comme le fondement du débat incel au Canada. En 2020, il y a eu une autre attaque incel à Toronto dans un salon de massage. Alors, tout récemment, on a jugé qu'il s'agissait du premier acte de violence incel terroriste au Canada. Alors, on peut voir que la violence incel est très réelle au Canada et qu'il y a de plus en plus de liens entre l'extrémisme idéologique et les principes de terrorisme et de violence. Alors, grâce à ces études de cas, je veux mettre en relief certains des éléments auxquels il faut réfléchir. D'abord, il faut chercher à mieux comprendre la violence fondée sur le sexe pour comprendre comment la misogynie évolue en ligne et mène à l'extrémisme. Par exemple, au Canada, on a établi une stratégie pour prévenir et lutter contre la violence fondée sur le sexe. On traite du cyberharcèlement et de la cyberviolence contre les femmes en ligne. Mais la grande partie de la stratégie porte sur le ciblage et la relationnalité particulière des femmes dans l'espace en ligne. Et cela est en comparaison par la communauté où il y a très peu de femmes dans l'espace en ligne et où l'interaction avec les femmes se passe hors ligne. Alors, ces stratégies sont importantes et permettent de bien comprendre la violence fondée sur le sexe. Il faut aussi tenir compte de la façon dont l'espace en ligne peut être un environnement pour la planification, pour la rhétorique et pour la misogynie, pour la radicalisation, et cela mène à la violence fondée sur le sexe hors ligne. Alors ici, ce que je préconise, c'est une meilleure compréhension de l'espace en ligne lorsqu'on évalue la violence fondée sur le sexe et la façon dont c'est un endroit où il faut élaborer des stratégies contre les incels. Parce que la violence faite aux femmes pourrait ne pas se produire en ligne. Il y a aussi beaucoup de définitions différentes de la violence fondée sur le sexe et de la violence sexuelle en ligne. Alors, dans ma perspective, il est important d'élargir les définitions et de passer de simplement en ligne à technologie, c'est-à-dire facilité par la technologie. Le fait de s'axer sur la technologie permet de comprendre la façon dont la technologie est un outil et une technique pour influer sur la violence fondée sur le sexe. De plus, le terme facilitation est important. Il souligne la façon dont les agresseurs et les incels peuvent organiser, déguiser, manipuler la sphère en ligne
et la technologie afin de créer des impacts, afin de créer des obstacles à la participation des femmes. Alors, la technologie joue un rôle actif dans la violence fondée sur le sexe. En mettant l'accent sur la facilitation, on établit aussi un lien entre le fait que les préjudices ne se produisent pas toujours en ligne, mais qu'ils peuvent être liés à des réalités hors ligne. De plus, l'un des débats en cours porte sur la façon dont on comprend les limites de la liberté d'expression en ligne et des discours haineux. Il faut établir des dimensions de langage haineux comme étant distinctes, comme nous parlons de la façon de mieux comprendre ce qui cause un préjudice fondé sur le sexe. La violence peut se passer en ligne et hors ligne et peut mener à des actes de violence physique. Alors, une autre considération à comprendre, c'est l'implication et les connexions entre l'extrémisme et le sexe et la misogynie. Alors, dans le contexte canadien, nous avons constaté une amélioration de la façon dont on comprend le mouvement incel. Alors, premièrement, on le voit dans la décision sur le terrorisme, l'arrêt sur le terrorisme dans l'affaire du salon de massage. De plus, dans la Chambre des communes, on a mené une étude où on parle de la violence extrême et de la violence extrémiste, ce qui comprend l'extrémisme incel, ainsi que l'un des aspects de l'augmentation de cette violence au Canada. Alors, l'inceldom rencontre ces aspects de l'extrémisme par le fait qu'il possède une idéologie obscure et qu'il s'agit vraiment d'un mouvement et d'un groupe d'individus cohésifs qui perpétuent cette vision nocive du monde et de la violence. Mais ce que je préconise continuellement et qui est un élément crucial de mon étude et de la compréhension de l'extrémisme, c'est la nécessité de déterminer quels sont les outils d'évaluation des risques pour bien comprendre la violence fondée sur le genre. Alors, dans mon étude de 2022, j'ai analysé le contenu de la transcription de la police, de l'entrevue d'Alec Minassian et du forum incel.com avec une période qui englobait l'attaque pour voir comment les incels en ligne comprendraient et interpréteraient l'attaque de Minassian et y réagiraient. J'ai comparé ces constatations et qu'il s'agisse de la transcription de l'entrevue, du forum. Je l'ai comparé avec deux outils d'évaluation des risques qui sont utilisés par des organismes d'application de la loi, dont un est utilisé au Canada. Alors, j'ai trouvé que les cadres d'évaluation des risques d'extrémisme minimisent souvent la complexité de la façon dont la menace spécifique peut se manifester. Par exemple, l'idéologie est encore associée à la compréhension religieuse traditionnelle de l'extrémisme et ne tient pas compte de l'idéologie misogyne. Il y a souvent des prescriptions racialisées du fondement de l'extrémisme et du terrorisme qui dominent dans la transcription d'entrevues et qui peuvent également rejeter le fait que le sexe peut être une motivation majeure. Lorsque le genre est invoqué dans l'analyse du contexte, on trouve qu'il y a souvent un lien entre les stéréotypes sexospécifiques, c'est-à-dire entre les hommes et les femmes, qui n'impliquent pas pleinement la nature dynamique et complexe de la misogynie dans les visions du monde des incels. Alors que nous repensons les façons dont on peut intégrer le genre dans la compréhension de l'extrémisme, je vais aussi souligner qu'il faut s'assurer de s'occuper de soi. Alors, lorsqu'on établit le genre dans un discours extrémiste, il faut faire attention d'offrir des solutions qui pourraient mener des enquêtes et être extrêmement vigilants à l'égard des femmes et qui peut mener à l'application de la loi sur le genre qui finit par hypertitriser le rendement. Alors, il faut faire attention de ne pas accroître la titrisation et la surveillance des populations vulnérables comme étant une solution. Je m'appuie surtout sur les façons dont les personnes racialisées, noires et autochtones ont souvent fait l'objet d'une sursurveillance policière. Alors qu'on conceptualise la façon d'aborder la violence incel, je veux souligner quelques aspects de prudence et je crois que Ruxy va les aborder brièvement. Alors, premièrement, des études démontrent que la COVID-19 et l'isolement accru ont amené plus de personnes à se joindre à des communautés en ligne comme celle des incels. Et cet isolement peut aggraver les sentiments négatifs qui peuvent mener à ces voies de l'extrémisme et de la radicalisation. Cependant, il faut faire preuve de grande prudence en utilisant ces idées de santé mentale.
et des études récentes sur l'autisme. On ne veut pas confondre l'autisme et la santé mentale, mais on ne veut pas non plus que ceci devienne un moyen devienne un bouc émissaire pour les préjudices causés. Par exemple, dans l'affaire Ménassian, on a tenté d'utiliser l'autisme comme moyen de minimiser le tort qu'il avait causé. Mais cela conduit à un lien dangereux entre l'autisme et les activités violentes qui diminuent et la responsabilité de l'agresseur, tout en dépeignant un tableau extrêmement néfaste du lien entre l'autisme et la violence. On peut aussi dire la même chose pour les problèmes de santé mentale. C'est sûr qu'on ne veut pas confondre la santé mentale avec l'autisme parce que ce sont deux choses très distinctes. Alors, nous devons penser à la façon de soutenir ces individus et de faire preuve de sympathie envers les personnes qui souffrent vraiment de problèmes de santé mentale ou qui se sentent isolées et qui ont besoin d'une communauté en ligne. Nous devons aussi tenir les personnes violentes responsables de leurs actes et ne pas dire que la cause est en lien avec la santé mentale ou l'autisme. De plus, je veux souligner la complexité et les tensions de la façon dont on gère l'espace en ligne en ce qui a trait à la communauté incel. Premièrement, il n'y a pas de solution universelle lorsqu'il s'agit d'équilibrer la liberté d'expression et le discours haineux. Il faut une collaboration entre différents acteurs gouvernementaux, entre des plateformes de médias sociaux et avec la société pour vraiment donner une perspective de genre aux espaces en ligne. Il y a trois considérations dont je veux parler et je veux les reprendre pour parler de ces milieux en ligne. Alors, premièrement, il faut comprendre que l'espace en ligne est en lien direct avec l'espace hors ligne et que la violence est interactive dans les deux espaces. Deuxièmement, les espaces en ligne créent des complexités, surtout en ce qui a trait à la violence fondée sur le sexe, et nous pouvons évaluer, soutenir les motivations à l'encontre de la violence fondée sur le sexe et naviguer la façon dont la violence se déplace d'un espace en ligne à un espace hors ligne. Enfin, comment l'espace en ligne change la dimension de surveillance et de vie privée lorsqu'il s'agit de la vie des femmes. Alors, quelles solutions vise-t-on à adopter? Eh bien, ces solutions devraient adopter une perspective liée au genre et ne pas placer les femmes dans un cadre de sursurveillance où elles se sentent surveillées. Alors, pour commencer à conclure, je veux souligner euh, quelques acteurs avec qui on devrait intervenir lorsqu'on parle de la violence fondée sur le sexe et l'extrémisme et de la violence incel. Je veux également souligner l'importance de ces acteurs lorsqu'il s'agit de travailler ensemble pour avoir une meilleure compréhension de la violence fondée sur le sexe et de l'extrémisme. Alors, premièrement, il y a le besoin d'engager les décideurs canadiens allant d'individus qui travaillent en sécurité publique, des organismes de réglementation des télécommunications en ligne qui établissent les normes pour les médias sociaux et pour la liberté d'expression, et les décideurs de politique liés à la condition féminine. Ensuite, pour ces gens, cela comprend le fait de créer une compréhension plus robuste de la misogynie et de l'évolution de ces enjeux, surtout dans un espace en ligne. Il y a aussi un cadre d'évaluation pour les organismes d'application de la loi qui nous permettent de comprendre les idéologies. C'est important. Il faut aussi encourager la collaboration entre les décideurs politiques, surtout lorsqu'on se concentre sur les technologues, les organismes d'application de la loi et les professionnels. Il faut également l'examiner au niveau professionnel, c'est-à-dire la participation du Canada par rapport au programme femmes de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. Cela comprend le fait de reconnaître le fait que les incels sont des acteurs qui sont partout dans le monde et pas seulement dans un pays. Alors, il faut en tenir compte dans notre programme et dans notre travail. Cela comprend aussi le fait d'adopter une approche fondée sur le genre en lien avec la technologie, la cybernétique, et il faut faire en sorte d'avoir une approche genrée pour réglementer l'espace en ligne. Il y a d'autres joueurs clés, les médias sociaux, les plateformes qui évaluent comme l'importance des plateformes dans la radicalisation et la cohésivité du groupe. Donc, il faut regarder la surveillance du contenu pour identifier ces discours misogynes tout en trouvant un équilibre avec la liberté d'expression, les discours haineux.
Ça veut dire prendre une approche préventive à l'égard de tous les enfants. Il faut enseigner aux jeunes enfants quelles sont les pratiques sécuritaires dans l'espace en ligne et permettre à donner à leurs tuteurs des outils pratiques pour interagir avec leurs enfants dans l'espace en ligne. Il faut plaider également en faveur d'une éducation précoce et élargie sur le genre qui permette aux individus de comprendre les torts réels causés par la violence sexiste. Pour les professionnels de la santé, cela comprend une plus grande sensibilisation aux indicateurs idéologiques extrémistes fondés sur le sexe. Et il faut travailler avec les universitaires, des activistes et de nombreux autres professionnels de la santé pour comprendre comment les croyances sexo-spécifiques peuvent justifier un comportement radicalisé et violent. Mais aussi, il faut faire référence à l'évaluation des tensions liées à l'amalgame de la santé mentale comme cause de violence et la nécessité de tenir les personnes responsables. Et il faut aussi rejoindre les collectivités locales, les familles, les amis. Il faut participer à des webinaires comme celui-ci et promouvoir et comprendre une compréhension solide des réalités du genre dans un espace numérique en pleine expansion. J'encourage les gens à s'éduquer sur la cyberhygiène et une solide éducation à l'égalité des sexes. Je vous remercie de votre temps. Je suis toujours disponible. Vous pouvez m'envoyer un courriel. Et maintenant, je donne la parole à Roxy. Merci beaucoup, Esli, et merci à tous et à toutes d'être là et de m'avoir invité pour vous parler d'un sujet si important. J'apprécie le Learning Network et le Centre des connaissances qui nous ont permis de faire ce webinaire. Et merci à Esli d'avoir présenté le sujet et de l'avoir mis dans un contexte à la fois canadien et international. Comme on l'a dit, je m'appelle Roxy George. Je m'adresse à vous depuis le territoire algonquin Anishinaabeg non cédé, appelé Ottawa. Alors que nous accomplissons ce travail, il est important pour nous de nous rappeler que la violence fondée sur le sexe moderne est indissociable son histoire sur le colonialisme. Bon, je vais parler de moi-même maintenant. Je porte plusieurs chapeaux. Je suis candidate au doctorat à l'école de service social à l'Université Carleton à Ottawa. Et comme Esli l'a dit, Alana, la personne qui a créé le premier forum Incel durant les années 90, venait justement de mon école, de l'Université Carleton. Alors, j'ai vraiment l'impression de boucler la boucle aujourd'hui en trouvant ce travail ici, là où la communauté a commencé et malheureusement s'est transformée en ce qu'elle est aujourd'hui. Mes recherches de doctorat portent sur l'intersection de la masculinité toxique dans la pratique thérapeutique directe et en particulier sur les femmes cliniciennes qui identifient les femmes et appuient leurs clients, et sur la façon dont l'empathie fonctionne dans cet espace de thérapie clinique. En plus, je suis travailleuse sociale autorisée. J'offre des services cliniques et du counseling en santé mentale à la population en général. Mais plus récemment, je me concentre également sur la prestation d'un soutien thérapeutique aux personnes radicalisées pour des raisons idéologiques ici à Ottawa. Pas nécessairement des incels, mais je travaille avec beaucoup de personnes radicalisées et je vois beaucoup de ressemblances dans ce domaine. Ça veut dire que j'arrive pour vous parler en ayant fait de la recherche et aussi en ayant travaillé directement dans ce domaine. Alors, ma présentation va parler de mon travail thérapeutique. Ensuite, je vais parler de la sortie, le désengagement et la radicalisation. Et puis, je vais vous proposer quelques lectures pour continuer votre recherche. Ici, vous voyez une liste de caractéristiques des incels. Nous savons que les incels sont parfois violents sur le plan physique, surtout contre les autres et des meurtres, de la violence contre les femmes, mais parfois ils se font violence, ils se font mal, ils essaient de se suicider et
Je voudrais souligner également que la plupart ne sont pas violents sur le plan physique, ou activement violents, mais ils s'engagent dans la misogynie, quotidienne. Et ça, bien sûr, c'est violent parce que ça normalise, le sexisme. Si on devait, faire un résumé de leur, heu, vision du monde, les droits qui s'accordent, font partie du patriarcat. En voyant les femmes comme les boucs émissaires de leur, solitude. Cette solitude est à la fois perçue et parfois réelle pour diverses raisons. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens restent célibataires, même s'ils ne le souhaitent pas. Mais la différence, c'est qu'ils mobilisent leur solitude sous forme de tout m'est dû et de colère contre les femmes. La misogynie quotidienne, veut dire que la misogynie est normalisée, courante et on s'y attend dans la communauté, dans le monde des incels. Alors, parlons d'abord du travail thérapeutique et les clients incels. Alors, il y a plusieurs études sur les incels qui ont révélé que, comparativement à la population générale, les incels présentent des taux beaucoup plus élevés de problèmes de santé mentale, notamment dépression, anxiété, autisme, antécédents d'intimidation, d'exclusion, idées suicidaires. Euh, Nous savons que l'intimidation et l'exclusion n'est pas un problème de santé mentale, mais ça augmente les problèmes d'anxiété. Mais cela ne signifie pas que nous devrions confondre les problèmes de santé mentale avec le fait d'être un incel. Je tiens vraiment à souligner que beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé mentale ne sont pas des personnes incel. C'est vraiment stigmatisant. Mais en tant que clinicienne, je tiens à dire que les problèmes de santé mentale sont encore très présents dans la collectivité et ils amplifient ces problèmes. Ils augmentent ces problèmes. Plus de la moitié des incels ont recours au counseling ou de la thérapie. Ils le cherchent eux-mêmes, mais la plupart ont cessé parce que soit ils ne font pas confiance à la thérapie ou ils voient cela comme inutile, une escroquerie, un gaspillage d'argent ou que ça ne peut pas réparer, entre guillemets, leur laideur ou leur solitude. Et plus de la moitié d'entre eux qui sont en thérapie se sentent jugés ou que les professionnels les blâmaient pour leur situation d'incel sans vraiment comprendre ce qu'ils vivent. En ce qui concerne les résultats thérapeutiques, une étude menée par Moskalenko et collègues a révélé que bien qu'environ la moitié des incels font de la thérapie, 47 ont déclaré qu'ils n'avaient pas connu de changement au niveau de leur santé mentale. 15 ont dit qu'ils se sentaient pire et seulement 6 ont déclaré qu'ils se sentaient mieux. Alors finalement, il y a beaucoup d'incels qui cherchent des services psychosociaux, mais ils ne les aiment pas. Seulement 6 se sentent mieux après. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet espace et quel est notre rôle en tant que praticien, en tant que clinicien ou clinicienne? Imaginez si vous deviez rencontrer un client super sexiste qui ressemblait à une idéologie incel, comme ce dont on parle aujourd'hui. Quelle serait votre réponse? Est-ce que vous leur demanderiez quels sont ces points de vue-là? Est-ce que vous les mettrez ces points de vue de côté, explorer leur point de vue? Il y a et il y aura peut-être des tensions, éthiques ou personnelles qui pourraient surgir pour vous. Si on devait adopter une perspective féministe et l'appliquer à la thérapie, on dirait que les forces structurelles comme le patriarcat, les rôles sexospécifiques, le sexisme, la misogynie, les normes de masculinité s'infiltrent dans les séances cliniques parce que la séance clinique, selon le point de vue féministe, sont
est un microcosme de conditions sociales plus larges. Donc, ces notions structurelles de masculinité, de normes patriarcales, etc., ces choses-là peuvent se produire et se produisent dans la thérapie. La thérapie auprès des incels n'est qu'un exemple de ce phénomène. Alors, si j'avais une liste de recommandations principales ou clés pour les professionnels de la santé mentale et les intervenants qui soutiennent les clients incels ou qui pourraient travailler avec eux à l'avenir, des recommandations fondées sur la documentation et sur du moins sur les hypothèses, ce serait tout d'abord de connaître les communautés incels, ce à quoi elles croient et leurs difficultés. C'est vraiment surprenant pour moi. Souvent, je parle aux cliniciens, aux praticiens, aux intervenants qui ne savent pas ce que c'est que les incels, même si il est fort probable qu'ils rencontrent de tels clients dans leur pratique, s'ils ne l'ont pas fait déjà. Ma deuxième recommandation, ce serait de prendre soin de vous-même. Soyez conscient de comment vous vous sentez quand vous travaillez dans ce contexte. C'est être conscient de ses propres déclencheurs et de ses propres limites. Faites ce travail si vous le pouvez, mais ne le faites pas si vous n'êtes pas capable. Parfois, nous n'avons pas le choix par rapport aux clients que nous recevons et dans ce cas-là, la sensibilisation à vos propres problèmes, vos déclencheurs, etc. C'est important parce que ça vous permet de vous réglementer émotionnellement suffisamment pour soutenir votre client de façon psychosociale et faire votre travail. Ceci dit, je vous encourage de parler aux autres, chercher quelqu'un pour vous surveiller, du soutien par les pairs et rappelez-vous pourquoi vous faites ce travail. Ce qui est intéressant, c'est qu'on recommande aux praticiens de résister à la tentation d'agir en fonction de sentiments d'aversion ou de la nécessité de débattre immédiatement de leur idéologie. Ce faisant, on pourrait commencer une discussion cyclique sur l'idéologie et c'est pas le but du counseling. Et ça pourrait même renforcer la colère, la méfiance ou même l'idéologie du client. À la place, les universitaires et les praticiens suggèrent d'établir d'abord une relation avec le client en aidant le client à répondre à ses besoins de base, tout comme on fait avec tous nos clients. Il n'existe pas de recherche empirique sur les meilleures approches ou les cadres thérapeutiques à utiliser, mais les chercheurs ont suggéré les entrevues motivationnelles ou la thérapie cognito-comportementale pour aider les incels à reformuler leur vision du monde. Mais une thérapie axée sur la personne est aussi suggérée dans la documentation, qu'on travaille avec des incels ou avec d'autres. Une fois ces rapports établis, à ce moment-là, en tant que praticien ou praticienne, on peut commencer à questionner leur idéologie afin de remettre en question leurs pensées erronées. Il est important d'explorer ce que cette idéologie signifie pour eux, comment elle les sert et les avantage, parce qu'il y a beaucoup de choses positives pour eux, mais aussi comment elle leur nuit et comment elle nuit aux gens qui les entourent. Et en tant que praticien, il faut aussi mettre l'accent sur les capacités d'adaptation et la résilience loin des forums incels. Et il faut surtout encourager les clients incels à se concentrer sur des activités d'auto-amélioration saine. Il faut encourager la création de liens communautaires sains à l'extérieur de ces forums, ces chats, ces forums, ce qui peut les aider à acquérir un sentiment d'acceptation et d'estime de soi en dehors du monde des incels. Et il faut situer l'histoire et les contextes des hommes aussi dans des structures globales dont on vient de parler. Par exemple, comment le patriarcat nous nuit à nous tous et à nous toutes et comment la masculinité influe sur la violence sexiste et où en résulte.
comme vous le feriez avec d'autres clients, et il faut mieux travailler pour mieux comprendre le client, et voyez ces incels comme des gens multidimensionnels parce qu'il y a beaucoup de variété dans la communauté. Nous savons que de nombreux hommes qui commettent des actes de violence ont souvent été victimes eux-mêmes de violence ou de négligence, et nous savons que les gens qui ont mal font mal aux autres. Et en même temps, utiliser ces informations pour comprendre pourquoi ils sont ici et le mal qu'ils reproduisent, sans toutefois renforcer ou valider leur vision du monde. Vous pouvez être un clinicien compréhensif à 100%, tout en tenant les gens responsables du mal qu'ils créent et qu'ils continuent de créer. Et enfin, qu'en est-il de l'empathie? Lorsqu'il s'agit de la question de l'empathie, la documentation, il n'y a pas d'accord dans la documentation. Surtout en tant que gestionnaire d'intervenants et de praticiens, l'empathie ressemble à notre boussole professionnelle, tout comme le manque de jugement et la rencontre avec le client là où il se trouve. Mais lorsqu'on travaille avec des clients comme des incels qui ont des idéologies nuisibles, l'empathie devient un concept plus nébuleux, moins clair. Dans le travail clinique, l'empathie est censée être bonne ou utile, du moins partiellement, parce qu'elle vous aide à comprendre comment une personne est venue à adopter cette idéologie. Mais trop d'empathie peut obscurcir le jugement à travers la responsabilisation et dans certains cas, cela peut produire ce que l'auteur Kate Mann a appelé empathy, l'empathie pour les hommes, pour lui, et je vais vous en parler davantage un peu plus tard. Alors, bien que l'empathie soit considérée comme fondamentale pour la prestation de services psychosociaux, il est important de la critiquer dans ce contexte également, surtout si nous pensons à qui l'empathie peut servir, à qui elle peut nuire et aux idéologies qu'elle peut renforcer. Il y a eu plusieurs critiques de l'empathie, mais je voudrais me concentrer sur le concept de empathy de Madame Kate Mann. Dans son livre Down Girl, The Logic of Misogyny, Kate Mann a créé, a inventé le terme empathy pour décrire comment une empathie excessive envers les hommes qui commettent des violences sexistes réussit à effacer les expériences des femmes victimisées et à ne pas tenir les hommes responsables. Alors essentiellement, euh, il s'agit de victimiser l'oppresseur tout en ignorant les personnes qui ont subi le préjudice et se mettant du côté de l'oppresseur sans contester le mal peut renforcer le mal structurel que l'oppresseur met en œuvre. Oui. Est-ce que j'ai eu des clients sexistes ou racistes? Oui. Et bien que je puisse m'efforcer de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, je ne validerai pas ces points de vue nuisibles parce que en ce faisant, ça renforcerait ces systèmes nuisibles auxquels je m'oppose. Mais l'empathie n'est pas neutre. Lorsqu'on travaille avec des clients incels, il y a toute une série de déséquilibres et de dynamiques de pouvoirs fondamentaux en présence. Mais malgré cela, il y a de la place pour faire le travail en santé mentale, mais nous devons faire preuve d'un esprit critique. Euh, alors, quand on fait un soutien thérapeutique, moi, je ne travaille pas uniquement avec le soutien thérapeutique en travaillant avec des incels. Je regarde aussi euh, des façons informelles et non professionnelles que les incels peuvent s'entraider pour sortir de leur monde, ce qui m'amène à la sortie, au désengagement et à la déradicalisation. Il y a tellement de recherches sur le comment et le pourquoi des gens qui deviennent incels, leur comportement et leurs idéologies auxquelles ils s'identifient. Mais il y a seulement une poignée de nouvelles recherches sur les sorties, les portes de sortie. Alors maintenant, je vais vous parler d'une petite recherche que j'ai faite sur un subreddit qui s'appelait Incel Exit.
Incel Exit, c'est une communauté en ligne sur Reddit qui a été créée en 2019 pour les incels actuels, mais on dirait qu'il y a aussi beaucoup d'anciens incels qui essaient d'aider ceux qui sont incels en ce moment. Il s'agit de quitter le monde des incels, les gens qui veulent se distancier de cette communauté et de cette vision du monde. Incel Exit a environ 18 000 membres inscrits. Et rappelez-vous de ce chiffre, 18 000 membres inscrits. Si on compare cela à un des plus grands sites web incel, c'est-à-dire www.incel.is, ce site compte environ 25 000 membres, ce qui suggère qu'il y a 25 000 membres sur le plus grand site Incel, et puis il y a 18 000 sur le plus grand site pour ceux qui veulent quitter ce monde, ce qui m'amène à penser qu'il y a beaucoup de gens qui veulent quitter ce monde. Alors, le but de cette petite étude, c'était de voir comment le soutien communautaire en ligne peut être mobilisé pour encourager, partager, enseigner et soutenir des stratégies de sortie concrètes qui aident les gens à s'éloigner du monde des incels. Alors, dans la recherche, on s'est demandé que dit-on dans ces forums et quels sont les comportements ou activités concrètes qui font l'objet de promotion pour appuyer la sortie. Alors, je vais passer à la collecte des données où on a identifié les 25 fils de discussion les plus engagés, les plus importants, là où il y avait le plus d'interactions, le plus de votes positifs et le plus de commentaires. Et on les a analysés et on a vu 5 façons pour les incels de quitter la communauté. Le premier thème, le plus important, c'était le thème de l'amélioration de soi et les soins personnels. Ici, les membres du site encourageaient les incels à prendre soin d'eux-mêmes et à travailler sur eux-mêmes comme facteur clé de leur sortie. Euh, C'était de la santé mentale et physique, des changements de mode de vie, l'acquisition de compétences, de nouveaux passe-temps. Et ça, c'est clé parce que nous savons que des incels font face à des problèmes de santé mentale. Ils sont isolés sur le plan social et ils ont souvent l'impression que leur vie est ratée. Alors, ici, on dit aucun de ces changements ne m'a interpellé et ne m'a rendu heureux. C'était trop progressif pour cela. Mais une fois que j'ai commencé à améliorer ma vie de façon modeste, il est devenu plus facile de faire d'autres améliorations. Et c'est les menottes chinoises. Ne pas euh, penser toujours aux femmes et aux rencarts. J'ai été intentionnellement en train d'être une personne plus intéressante. Le, le deuxième thème, c'était la participation communautaire. Nous savons que la plupart des incels ont un cercle social très limité dans la vie réelle, alors ils se tournent vers la vie en ligne. Alors, en tant que praticien, en tant qu'intervenant, on ne peut pas s'attendre à ce que les incels quittent leur communauté du jour au lendemain sans avoir d'autres communautés pour les aider. Alors, des membres sur Incel Exit ont encouragé des gens à créer une communauté à l'extérieur de ces espaces Incel. Ils ont encouragé l'engagement communautaire, se faire de nouveaux amis, se joindre à des clubs, etc., assister à des événements. Il y a un usager qui a dit, j'ai décidé que je voulais me faire des amis. Je ne trouverai jamais de copine, mais je me ferai aussi bien d'avoir des amis à qui parler. Alors, j'ai commencé à m'inscrire à des rencontres aléatoires et finalement, je me suis fait des amis. C'était pas de l'amour ou du sexe, mais j'avais l'impression que les gens aimaient me parler, comme si j'avais une valeur fondamentale en tant qu'être humain. Je suis peut-être un puceau raté, mais je ne suis pas un puceau qui ne vaut absolument rien. Le troisième thème
C'était l'importance de perturber la rhétorique des incels. Les membres communautaires savaient qu'il était important non seulement de se distancier par rapport à la communauté des incels, mais aussi de leur idéologie. Mais c'est très difficile à faire lorsqu'on croit profondément qu'il s'agit de la vérité. Alors les membres sur Incel Exit heu, faisait avec des discussions dialectiques pour questionner justement, les croyances misogynes, et ils ont fait cela en trouvant des exceptions, en déconstruisant les généralisations, en remettant en question la pensée en noir et blanc, et cetera. Alors, cette première citation dit: «Une grande partie de l'état d'esprit de la pilule noire est fondée sur ces distorsions cognitives. Voir qu'on ne peut pas trouver un partenaire, ça veut dire que la vie ne vaut rien, ça, c'est catastrophique». Alors cet usager démontre comment, cet état d'esprit fataliste est un schéma de pensée. Et quatrièmement, on a trouvé que, sortir n'est pas, linéaire. C'est un processus de négociation. Il n'y a pas de recette claire pour s'en sortir. Il y a beaucoup de facteurs qui retiennent et qui repoussent, qui poussent les incels à quitter la communauté et qui les, attirent de nouveau. On a vu beaucoup d'émotions négatives associées au départ, la dépression, l'anxiété, la solitude qui les ramenait à la communauté des incels. Mais il y avait aussi un sens d'espoir, quelque chose de nouveau ou peut-être quelque chose de mieux qui pourrait, les distancier de la communauté des incels. On a aussi constaté que beaucoup d'insectes qui essaient de quitter étaient toujours en train de naviguer leurs propres idées sexistes. Ici, on voit quelqu'un qui a dit: «Le fait de pouvoir être ami avec des femmes sans s'attendre immédiatement à une relation est à peu près l'antidote à la pensée misogyne incel». Vous découvrez que les famoïdes sont en fait beaucoup plus complexes et intéressantes que la perspective d'avoir des rapports sexuels. Et et non, vous n'êtes pas un connard parce que vous vous liez d'amitié avec des femmes. C'est en fait une expérience très rafraîchissante. Alors, ils sont dans un espace intermédiaire. Ils n'ont pas tout à fait quitté l'espace incel, mais ils sont pas incels à 100% non plus. Il y a un pied dans le monde des incels et un pied dans le monde en dehors, des incels. Et le dernier thème, c'est que l'encouragement de la communauté soutient la sortie. Les usagers d'Insalexit étaient une source de motivation, d'espoir, d'empathie parfois. Les usagers, heu rencontrer du soutien, de l'espoir, et c'était sans jugement. Quelqu'un a dit: «Quel beau travail que de quitter l'internet et les espaces toxiques et de vivre votre vie», et un autre usager a dit: «Je pense que je vais vraiment mettre une énergie mentale et spirituelle sérieuse à abandonner la haine, les idées préconçues et les attentes qui me freinent depuis si longtemps. Je tiens à remercier les personnes ici présentes qui sont allées au fond des choses avec leurs commentaires et leurs conseils pour aider de parfaits inconnus sur internet. Merci». Alors je vais terminer avec une dernière citation d'usager: «Ce qui déradicalise les gens, ce ne sont pas les faits, mais les émotions, la communauté, l'acceptation et un sentiment d'appartenance». Je constate que souvent, heu, c'est le système de justice pénale qui intervient et qui ne permet pas, heu, de s'adresser aux racines de cette idéologie. Ça peut même les pousser à aller plus loin. Alors on a constaté qu'il n'y a pas, de recette, linéaire claire pour sortir, et qu'il y avait beaucoup de gens qui, vivaient avec beaucoup de sexisme sur ces forums. Mais, le point commun, c'est qu'ils continuaient d'essayer à cause de l'encouragement, du soutien et de l'absence de jugement dans la communauté. Alors il faut, heu
utiliser des services, comme la santé mentale, le counseling, des services formels, mais aussi des services informels, des communautés comme celle-ci. Quand on travaille, et quand on travaille avec les incels ou les communautés, adjacentes. Alors, les points à retenir se trouvent ici. Avant de vous parler des lectures supplémentaires, je vais être clair. Les défis, les troubles de santé mentale ne sont pas une excuse pour la misogynie et le fait de se sentir comme si on a des droits par rapport aux autres. Le problème de violence fondée sur le sexe est lié à à la patriarchie. Il ne faut pas ignorer les problèmes structurels. La santé mentale est souvent un facteur qui contribue. À mon avis et selon mon expérience, les griefs des incels ne sont pas causés par des défis de santé mentale, mais ils sont amplifiés et aggravés par ces défis. Il y a plusieurs efforts qui sont déployés afin d'aborder la santé mentale et d'autres enjeux liés aux incels. Il faut certainement agir et c'est un endroit où on peut le faire. Le travail peut commencer par la santé mentale, mais il ne s'arrête pas là. Alors, pour terminer, je veux faire une petite promotion personnelle. J'ai publié 3 articles sur les incels jusqu'à présent. Le premier porte sur l'intersection de la race et des incels. C'est à accès gratuit. Vous pouvez lire l'article si ça vous intéresse. Le deuxième examine de façon critique le lien entre l'autisme, le capacitisme et la violence internalisée. Vous savez, le, l'accusé dans l'attaque de la fourgonnette a essayé d'utiliser une défense d'autisme pour expliquer son comportement. Et comme vous le savez, ça a échoué. C'est souvent, lorsqu'on essaie de trouver une raison pour un comportement, l'autisme est souvent ciblé. Cet article ici est à accès restreint, mais je serais heureuse de vous l'envoyer si vous m'envoyez un courriel. Enfin, le troisième article porte sur, porte sur ce que j'ai présenté aujourd'hui. C'est la sortie de la communauté Incel. Je suis heureuse de vous envoyer cet article qui est aussi qui est aussi à accès restreint. Enfin, il y a un rapport de l'Organisation pour la prévention de la violence de l'Alberta. C'est un contexte pour les praticiens et praticiennes qui travaillent avec les incels spécifiquement. Le deuxième article est un rapport complet de Moonshot qui permet de comprendre et de prévenir la violence incel au Canada. Et le troisième est un lien à notre site Web qui provient du Réseau canadien des praticiens pour la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. C'est un réseau de praticiens et praticiennes au Canada qui contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Alors, si vous êtes praticien et que vous travaillez dans cette sphère, vous pouvez vous sentir isolé. C'est une excellente ressource. J'en fais partie et je la recommande. Bon, voilà, j'ai fini. Merci. Super. Merci. Merci, Esli et Ruxy. Maintenant, je vais demander à Jessica de se joindre à nous. Alors, nous avons maintenant l'occasion de répondre aux questions qui ont été posées par l'auditoire. Et les gens nous disent à quel point votre présentation est informative et qu'elle inspire espoir, qu'elle donne espoir. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion de poser votre question, vous pouvez encore le faire dans la fenêtre de questions et réponses. Alors, je suis heureuse d'accueillir Jessica Webb, qui est la coordonnatrice de mise en œuvre et qui m'aidera à répondre aux questions. Alors, Leslie, quelqu'un a mentionné qu'il s'intéresse à l'histoire des groupes patriarcaux qui participent à des pratiques semblables à celles que l'on voit dans les communautés incel. Alors, je sais que la violence n'est pas nouvelle, mais j'aimerais savoir, j'aimerais m'enseigner sur la nature des groupes organisés que nous voyons. Je ne connais pas ces groupes au Canada et je suis curieuse. Alors, merci pour cette question.
Je ne sais pas si les diapos seront partagées, mais dans l'une des citations que j'ai partagées, Diane dit oui. Eh bien, je pense que c'était en 2016. Il y a une lecture qui présente les évolutions contemporaines des différents groupes pour les droits des hommes, qui donne un aperçu de l'évolution assez détaillé. Alors, vous posez une question concernant la prévalence de ces communautés au fil du temps, et je pense que cela fait partie de la conversation sur les incels et leur influence plus profonde en matière de misogynie. Je pense qu'on voit que ça remonte à il y a plusieurs années. Même hors ligne, on voit des militants pour les droits des hommes qui ont lutté contre le mouvement féministe et le droit de vote des femmes. Alors, je pense vraiment qu'il s'agit ici des croyances par rapport aux droits des hommes et on pense que ça peut changer selon le contexte politique, sociopolitique du jour et du pays. Et ça se manifeste de plusieurs façons. Les groupes incels, c'est une des versions de ce long développement de misogynie partout dans la société. Alors, il y a cette perspective en ligne, il y a des ressources que l'on peut utiliser et cela fait en sorte que cette nature violente des groupes misogènes est renforcée. Alors, c'est ancré dans la façon dont la société perçoit le féminisme et qu'elle a développé ses croyances patriarcales depuis très longtemps. Merci. Oui, alors vous avez parlé des intersections avec la technologie facilitée par la violence facilitée par la technologie. Great. À Jessica. Thank you both so much. It was Merci à vous deux. J'étais great. très heureuse de travailler avec vous. Excellente présentation. Alors, Roxy, pour vous, pouvez-vous suggérer des ressources non cliniques qui pourraient appuyer les gens qui travaillent avec des étudiants du postsecondaire ou des gens plus jeunes, c'est-à-dire des hommes plus jeunes? C'est une question qui est revenue assez souvent, qui sont radicalisés ou à risque de l'être. Cette personne travaille avec plusieurs étudiants qui sont dans la culture ou près de la culture incel, mais pour qui on ne peut pas obliger du counseling ou une intervention clinique. Merci, dit Ruxy. Il y a quelques organismes qui travaillent dans cette sphère et certains se concentrent sur la façon d'avoir des discussions en salle de classe avec les étudiants qui ont ces idéologies. Plusieurs enseignants et professeurs ont mentionné qu'ils ont entendu le nom d'Andrew Tate dans leur salle de classe très souvent et ne savent pas comment avoir les discussions à ce sujet et que ce thème a un impact sur leur salle de classe, surtout sur les jeunes filles en classe. Certains organismes travaillent dans cette sphère. Moi, je dirais Civics, CIVIX, je crois. Et je peux aussi vous fournir une liste, je peux la partager avec Diane et Jessica après cette séance et ensuite vous pourrez l'afficher. Great. Thank you. Super, merci. J'ai un ajout, dit Leslie. Je sais qu'il y a le réseau anti-haine canadien qui, au cours des 2 dernières années, a élaboré un programme d'éducation spécifique qui appuie les enseignants et enseignantes. Il parle du discours haineux, des communautés haineuses, ne vise pas précisément les communautés incel, mais ça parle de ces conversations. Alors, je crois qu'elles ont un outil précis pour le personnel enseignant et ils travaillent avec des communautés vulnérables. Par exemple, les femmes qui sont vulnérables. Alors, il y a ce principe et cette idéologie dans le programme pour le personnel enseignant. Ce que vous allez partager avec nous, Roxy et Ashley, sera ajouté aux ressources du webinaire. Je sais que tout le monde s'intéresse à ces ressources. C'est fantastique. Alors maintenant, j'ai une question pour Ashley et Roxy, vous pouvez y répondre. Alors, certaines personnes veulent savoir, qu'est-ce qu'on sait au sujet de la fréquence de la violence hors ligne et à quel degré est-ce que les incels sont engagés envers cette idéologie s'ils se trouvent hors ligne? Merci pour cette question. Roxy en a parlé, je crois.
Ce ne sont pas tous les incels qui sont violents ou qui essaient de faire des actes violents, mais il y a ce lien. Ce lien est là. On peut voir ce qui est montré, par exemple, les deux scénarios dont on a parlé, et on pense parfois que ce sont les deux seuls exemples d'une communauté plus large incel et que la violence dans ce cas-là n'est pas très grave. Mais je n'ai pas les statistiques pour appuyer mes propos. Il y a souvent un impact plus immédiat sur les amis et la famille de la communauté incel, qu'il s'agisse des interactions avec différentes femmes, des femmes dans leur vie, au milieu de travail, etc. Alors, il peut y avoir des interactions liées à la violence qui sont inspirées par ces idéologies incel et dont les médias ne parlent pas nécessairement. Et il y a aussi certaines communautés qui n'ont pas cette perspective incel, mais où la violence existe quand même. Alors, il est difficile de répondre à la question, mais je vois que ça commence à s'infiltrer dans les systèmes de croyances et que cela contribue à des façons plus misogynes de décrire les femmes et d'interagir avec les femmes au quotidien. Bon, la deuxième question, c'était quoi exactement? Qu'est-ce qu'on sait de l'engagement des incels à l'idéologie incel s'ils ne sont pas dans l'environnement en ligne? Alors, les incels, vraiment, c'est une expérience en ligne, à mon avis. Je pense que cette communauté découle de ce qui se fait en ligne. Elle a démarré en 1997. Elle a évolué en deux versions et les idées de l'univers incel interpellent les individus parce qu'ils n'ont pas de soutien ni d'amis dans la vie de tous les jours ou dans la vie réelle, pardon, qui peut les aider à parler de leurs idées. Alors, l'environnement en ligne est crucial ici, mais avec les jeunes, ça ne me surprend pas que les jeunes prennent ces idées qu'ils trouvent en ligne et qu'ils en parlent avec leurs amis à l'école. Alors, cela fait le lien avec ce qui se passe hors ligne. Alors, la radicalisation peut se passer en ligne, mais ensuite, elle survient dans les environnements comme le milieu scolaire. Merci, dit Diane. Vous savez, ce pourrait être un employeur, un enseignant, un ami. On ne capte pas toutes les façons dont cela se produit. Jessica. So this is for either of you. Alors, une question pour Someone would like l'une to d'entre know vous. if there Quelqu'un is a demande particular group s'il y a un groupe or groups particulier of men ou des groupes who d'hommes gravitate to incel ideology qui or the ideology se kind of dirigent vers cette permeates idéologie ou si education. cette idéologie cette idéologie est présente dans toutes les sphères, c'est-à-dire tous les âges, tous les groupes masculins, etc. C'est une excellente question, dit Ruxy. Les études menées examinant le profil démographique des incels démontrent que les incels sont de façon dominante dans le début de la vingtaine. La moitié sont blancs et ce qui est surprenant, c'est que la moitié sont racialisés. Mais comme Leslie l'a mentionné, c'est largement euh, quelque chose qui se passe en ligne. Alors, ce sont des gens qui ont des accès en ligne, des gens qui jouent à des jeux en ligne. Et quoi d'autre, Leslie, à votre avis? Eh bien, c'est ce que vous avez dit, Ruxy. C'est un phénomène plutôt nord-américain, mais il y a des groupes de communautés qui surgissent. Par exemple, en Chine, au Japon. Mais j'ai lu ça dans un article en quelque part et j'oublie les détails. Mais vous avez raison. Au début de la vingtaine, des communautés blanches et racialisées. Prochaine question. Est-ce que vous avez toutes les deux exploré le mouvement FemCell et ce qui se passe de ce côté-là? FemCell. Ah, ça, c'est une communauté très intéressante. Les FemCell et Women Going Their Own Way, les femmes qui prennent leur propre chemin. Je ne sais pas si vous avez déjà visité ces communautés, mais ce que je vois dans ces communautés, en regardant, de façon générale, c'est que les femmes en ont marre. Ils ont marre de sortir avec des hommes, mais ça ne devient pas une haine pour les hommes et on n'encourage
pas non plus la violence, contre les hommes. L'idée, c'est que, bon, je reste, comme je reste célibataire, je fais ma vie. Mais les hommes incels, sont très fâchés. Ils veulent blâmer, ils font des femmes et des féministes, leurs boucs émissaires, et ce directement. Moi, je ne l'ai pas vraiment étudié, mais je pense qu'il y a une tension dans le groupe. Les idées chez les incels, c'est que les femmes peuvent choisir leur, partenaire, leur conjoint. Alors les femmes seules ne peuvent pas exister parce qu'une femme peut avoir des relations sexuelles avec n'importe qui. On on ne regarde pas les expériences des femmes et leurs sorties et il y a tout ce débat, interne. Je j'ai, maintenant, je regarde justement la radicalisation, des femmes dans ces communautés. Mais, mais le positionnement des femmes est très difficile, puisqu'on les voit comme celles qui font du mal et qui sont des victimes du mal. Il y a cette idéologie, négative, mais les incels peuvent, se comporter de façon violente contre les femmes celles. Donc il y a une tension bizarre dans cette communauté. So interesting. Bon, c'est intéressant. Pouvez-vous parler l'un ou l'autre de comment les incels voient la communauté LGBTQIA+. Est-ce qu'il y a un sentiment de violence contre ces groupes-là aussi de la part des incels? Je peux en parler un tout petit peu. Je connais pas très bien la situation, mais il y a ce qu'on appelle les transmaxing où on parle de devenir, une femme trans pour surmonter ce sentiment de ne pas avoir, de l'expérience sexuelle. Mais j'imagine qu'on déteste aussi cette communauté, mais je ne le connais pas très bien, cela. Oui, puisque, le monde incel a, un point de vue très noir et blanc. Il n'y a que des hommes et que des femmes et ce sont les femmes qui choisissent. On ne laisse pas beaucoup d'espace aux gens qui ne font pas partie de cette approche binaire. Alors quand on parle des queers ou des LGBTQ, on le met de côté ou on s'en moque carrément. Bon, il y a tellement de questions qui rentrent. Maintenant, il y a une question pour Roxy. Il y a quelqu'un qui travaille en première ligne et se demande s'il y a des conseils en matière de sécurité pour les participants ou pour le personnel qui doit faire face à ces comportements d'incel ou à leur rhétorique. Oui, ça, c'est une question excellente. Tout d'abord, je dirais, il ne faut pas faire ce travail-là seul. Si vous avez une équipe, trouvez de l'appui dans votre équipe. Et si vous n'avez pas d'équipe, créez une équipe pour pouvoir faire des debriefings ensemble. C'est très difficile de faire ce travail seul. C'est isolant, ça fait peur, c'est dur. Je recommande, le site web, pour les cliniciens qui travaillent dans ce domaine. Il s'agit d'un réseau de praticiens, je l'ai mentionné dans ma liste. Il y en a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de gens qui font ce travail à travers le Canada, une quarantaine, mais ce réseau existe et donc se créer une communauté, c'est un élément qui aide beaucoup à créer de la sécurité. Hem et pour vous-même, comment est-ce que vous naviguez ces forums? Vous êtes obligé de lire tout ce contenu. Bon, ça ressemble à ce que Roxy a dit.
Il faut mettre votre santé mentale en priorité. Et en tant que chercheuse, bon, il faut se désengager. Il ne faut pas rester toujours devant l'écran. Euh, si vous avez, si dans vos trips, vous avez l'impression que ça va mal tourner, écoutez-vous vous-même et ne trouvez des espaces qui n'ont rien à faire avec votre travail. Il y a toutes sortes de pratiques de cyberhygiène. Ce webinaire, par exemple, peut aider à avoir des discussions euh, tout en protégeant les chercheurs. Il y a des façons de limiter sa présence en ligne. euh, et il faut se protéger tout en continuant ses recherches. That's great. In reading your slides and preparing for the Bon, en webinar, lisant respect for vos work-life diapos balance, et en community, présentant ce webinaire, face-to-face ça crée un sens de respect énorme pour vous, ce que vous faites. Pour Can you l'une ou pour share l'autre, une question. what's any of the intersections Pouvez-vous you see between the IDEA parler movement and right de, wing movements, des points radicalizing d'intersection students and entre les youth mouvements in d'extrême school as droite well? et les incels? Est-ce que ces mouvements d'extrême droite alimentent le mouvement incel? Réponse. Oui, je pense qu'il y a un lien important. Et on voit les principes du mouvement de la droite qui sont de plus en plus acceptés. Par exemple, la fluidité des genres, l'éducation sexuelle. On voit euh, dans les commissions scolaires, on ne veut pas en parler. Alors, il y a une riposte contre l'ouverture d'esprit en matière de sexualité. Il y a des parties de l'idéologie incel qui sont liées au fait d'être blanc, d'avoir des traits du visage des blancs. Il y a une hiérarchie raciale. Ça aussi, c'est un principe de base chez les incels. Oui, tout à fait. Je voudrais faire écho à cela. Puisque la vision du monde des incels est tellement fâchée contre la libération et la liberté sexuelle des femmes, tout cela va main dans la main avec la montée de la droite. Alors, je vois ces pensées, ces croyances comme étant identiques. Merci. Il y a quelqu'un? Bon, il y a des éléments de l'idéologie incel sont limités au forum, mais on voit les effets dans les médias, dans les partis politiques, etc. Puisque ça s'est infiltré dans tellement de domaines, comment est-ce qu'on peut commencer à lutter contre ces idées-là? Comment est-ce qu'on peut changer le dialogue? C'est vrai, c'est tellement vrai euh, que qu'au fur et à mesure que les médias changent et les plateformes changent, on voit une acceptation de plus en plus importante dans les médias euh, traditionnels des idées incel. Avant, il y a de la terminologie que les incels utilisaient, qu'on voit maintenant dans le monde en général. On parle des black pills, par exemple, les pilules noires. Euh, alors, dans ce que il y a beaucoup de choses à dire à propos de la modération des discussions en ligne. Il faut se concentrer là-dessus pour éviter ce transfert. Bon, prochaine question. D'après vous, quelle est la responsabilité des médias sociaux et des plateformes en ligne pour lutter contre
ce problème pour lutter contre la violence basée sur le genre et la violence incel. Oui, oui, les médias ont un rôle important à jouer, mais ces plateformes doivent faire face à plusieurs choses. Par exemple, l'ingérence dans les élections de groupes de droite et ils s'organisent, par exemple, sur Facebook. Alors, j'espère qu'on qu'on va modérer davantage ou suivre davantage ces communautés. Mais ce sont des plateformes qui veulent faire de l'argent et ce n'est pas dans leurs intérêts de limiter ce qui se dit en ligne. Donc, je pense que le gouvernement a un rôle à jouer au niveau de la réglementation et l'établissement de normes en matière d'engagement sur les plateformes et comment on peut modérer le contenu. Alors, il s'agit de créer une collaboration entre les plateformes, les médias sociaux et le gouvernement, mais les plateformes de médias sociaux doivent prendre ces questions-là au sérieux. Et parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Ouais. Est-ce que vous voulez... Alors, oui, 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 exactement ce que Esli a dit. Oui, c'est une collaboration, tout à fait. Alors, c'est tout le temps qui nous reste. Merci à Esli et Luxi. C'était un sujet que beaucoup de gens, pour lequel beaucoup de gens ont exprimé leur intérêt. Alors, je voudrais aussi remercier nos interprètes ASL, Alexis Jennifer, et nos interprètes en langue française, Sylvie et Wendy. Et merci à l'équipe du Learning Network et du Centre de reconnaissance, nos techniciens, Margarita, Sabri et autres. C'était vraiment un effort de collaboration. Et pour nos participants, je vous rappelle, après la fin du webinaire, euh, il y aura un sondage facultatif et ensuite on va vous amener à un autre formulaire pour obtenir votre certificat de participation. Sinon, nous avons hâte de vous revoir de nouveau au prochain webinaire. Merci beaucoup.